Si vous êtes à Kay ou Taoudeni, un peu partout à travers le monde, voici l'heure de votre journal de ce mercredi 17 octobre 2018. Les élections législatives ont été de nouveau reportées chez nous au Mali. C'est la décision de la Cour constitutionnelle pour raison de force majeure. Suite à la demande du président de l'Assemblée nationale, la Cour a donc donné un avis favorable quant à la prorogation du mandat des députés qui devait prendre fin le 31 décembre 2018. Précision avec Ahmadou Diarra. Initialement prévu en octobre, puis repoussé une seconde fois en novembre et décembre, les élections législatives au Mali ont été de nouveau reportées cette fois en 2019. Sur décision de la Cour constitutionnelle, le mandat des députés qui devait s'achever le 31 décembre a donc été prolongé de 6 mois. Décision diversement appréciée par la classe politique malienne. Pendant qu'une bonne partie de l'opposition réclamait à corps et à cri le report de ces élections afin de réunir les conditions optimales pour des résultats acceptés de tous sans fraude électorale, d'autres voix s'élèvent déjà pour exprimer leur total désaccord pour une telle décision sans concertation préalable avec l'ensemble des forces politiques du pays. Selon l'arrêt de la Cour qui ne donne pas plus de détails que la raison invoquée, force majeure. Le mandat des députés se voit ainsi prorogé jusqu'à la fin du premier semestre de 2019. Selon une source au sein de l'Assemblée nationale, ce report de 6 mois permettra donc de mieux organiser les législatives, mais aussi d'engager les réformes institutionnelles prévues dans l'accord de paix d'Alger et d'apaiser les tensions politiques, en référence notamment à l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg et pour lequel un nouveau pacte de paix destiné à remettre sur les rails le processus a été signé ces dernières 24 heures par le gouvernement malien et les Nations Unies. Également dans l'actualité de ce mercredi, le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Hamadoun Konati, a procédé au lancement officiel de la 2e édition Handi Festival International ce mardi 16 octobre 2018 sur les berges du fleuve Niger à la place du cinquantenaire. Cette initiative qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale dans notre pays est une organisation de l'ensemble national artistique et culturel des personnes handicapées du Mali. Et cet événement a enregistré aussi la présence du parrain national du mois de la solidarité et ainsi que de plusieurs autres invités. Reportage Hamadoun Diallo, Fousseni Keita. Pour mieux asseoir sa politique de promotion des groupes artistiques et culturels des personnes handicapées, l'Ensemble national artistique et culturel des personnes handicapées du Mali, NACPHM, organise pour la 2e fois une semaine artistique et culturelle des personnes handicapées. Cet événement regroupe des troupes venues des régions du Mali et d'ailleurs. L'un des objectifs de Handi Festival International est de favoriser l'intégration socio-économique et culturelle des personnes vivant avec le handicap. L'organisation de ce festival particulier est salutaire. En le faisant dans le cadre des festivités de la 24e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, les organisateurs ont mis un cachet particulier à lever cet événement. En plus de son caractère festif, l'Handi Festival International contribuera à animer davantage notre capitale. C'est en reconnaissance de cet effort que le Conseil communal de la commune 3 adresse ses vives félicitations aux organisateurs tout en les réitérant toute sa disponibilité. Le handicap est une dimension universelle, inhérente à la diversité humaine. Comme tous les autres citoyens, elle doit jouir des mêmes droits et obligations pour sa pleine intégration dans la société, respectant toute sa particularité. J'ai saisi cette occasion pour adresser à toutes et à tous mes sincères remerciements pour votre engagement aux côtés de l'ensemble national artistique et culturel des personnes handicapées du Mali. Avec ce festival, il s'agit aussi de créer des conditions permettant aux personnes handicapées d'étaler leurs talents dans les différentes formes d'expression artistique. Un sentiment de satisfaction et de bénédiction parce que de voir que les handicapés invitent leurs partenaires de tous les jours pour au moins leur exprimer une fois dans l'année leurs remerciements, leur gratitude, que ce soit le gouvernement ou les partenaires techniques et financiers et leurs parents, leurs amis
je crois que c'est une fête qui vaut la peine dans sa manifestation. Donc c'est vraiment un sentiment qui garde la bonne mémoire des uns et des autres, qui rappelle à ceux qui ne font rien qu'ils doivent faire quelque chose. Ce festival vient donner à la 24e édition du mois de la solidarité un éclat à nul autre pareil. On n'a plus besoin de démontrer que le handicap n'est pas une incapacité d'agir et de vivre en société, que c'est seulement un moment ou une situation dans laquelle la personne a besoin d'un peu plus de temps, d'un environnement spécialisé pour exprimer toute sa capacité de faire et de pouvoir. Au Mali, on n'a pas besoin de démontrer que les personnes handicapées ont des qualités, ont des capacités souvent bien plus élevées que celles des autres. Du 16 au 18 octobre, des expositions d'art visuel, d'artisanat, des spectacles de musique, de théâtre et des projections de films seront au programme. Une trentaine de chanteurs et de musiciens nationaux et internationaux se produiront sur scène à l'occasion du Handi Festival International, placé sous la présidence d'honneur de Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État. Autre actualité du jour, le Comité international de la Croix-Rouge CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge malienne, a organisé une formation de 3 jours à l'intention des journalistes maliens. Objectif, initier les hommes des médias du droit international humanitaire, DIH et au premier secours. Formation qui se déroule du 16 au 18 octobre 2018 à l'hôtel Mandé, 6 à la Cité du Niger. Reportage Amadou Kamara, Abdoulaye Sogodogo. Le Comité international de la Croix-Rouge est une institution d'aide humanitaire neutre et indépendante ayant pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés ou d'autres situations de violence et de leur porter assistance. Le CICR est une organisation humanitaire impartiale, indépendante et neutre, dont le mandat est de protéger et d'assister les victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. Donc, dans le cadre de la promotion du droit international humanitaire et voilà, des gestes qui sauvent, donc nous avons organisé cet atelier-là à l'endroit des journalistes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans l'exercice de leur profession, de leur métier, les journalistes peuvent être exposés à plusieurs dangers. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en face d'une victime qui saigne abondamment? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous voyez quelqu'un qui vient de subir un traumatisme? Donc nous pouvons tous être exposés à ce genre de blessés. Donc quels sont les gestes qui sauvent? Voilà la raison de cet atelier-là. Apprendre aux journalistes, dans l'exercice de leur métier, quels sont les gestes à poser au bon moment. En marge de cela également, nous allons leur montrer quelle est la protection que les journalistes bénéficient, dont les journalistes bénéficient du moins, concernant le droit international humanitaire. Je suis un fervent défenseur et un convaincu de l'utilité des premiers secours. L'utilité des premiers secours, pourquoi? C'est pour une raison très simple. Il est très rare qu'on se casse la jambe à côté d'un médecin. Il est très rare qu'on se blesse avec un outil tranchant dans un hôpital. Donc, la première personne que l'on rencontre lorsque l'on a une blessure ou quelque chose de ce genre, ça n'est pas un médecin, ça n'est pas un personnel de santé. C'est plutôt un individu qui, s'il a une formation, s'il connaît les gestes qui sauvent, peut nous permettre de survivre les quelques minutes ou quelques heures qu'il faut survivre jusqu'à ce que l'on rencontre un médecin ou un personnel de santé. Cette initiative du CICR et de son partenaire a été chaleureusement appréciée par nos confrères maliens. Toute formation est un plus et c'est une chance pour ceux qui seront formés aussi. Donc nous
pensons que CICR et Croix-Rouge Mali, ils sont au courant déjà de l'importance des hommes de médias au Mali par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire et par rapport à tout ce qu'ils comptent faire dans les jours à venir pour vraiment pouvoir parvenir à leur fin. Il faut qu'ils fassent avec nous, les hommes de médias, journalistes, présentateurs, télé, radio, animateurs, cadreurs, sonniers, tout. Donc d'abord nous attendons vraiment à connaître certaines choses que nous ignorons. Par exemple, tout le monde est allergique à voir face à une situation où tu vois quelqu'un en train de mourir, selon eux-mêmes, un geste, un tout petit geste qui peut le sauver, mais si toi tu ne connais pas, donc qu'est-ce que tu vas faire? Donc vraiment, nous sommes vraiment impatients de commencer cette formation pour connaître ces gestes-là qui peuvent sauver. Pendant 3 jours, les hommes des médias seront suffisamment outillés sur les modules comme le droit international humanitaire, DIH, la protection des journalistes pendant un conflit armé et les premiers secours. Cet atelier à l'attention des hommes des médias a un objet double. Le premier, c'est de s'entretenir avec les hommes de médias sur les dispositions du droit international humanitaire, DIH, portant sur la protection des journalistes en temps de conflit armé. Ça, c'est le premier objet. Et le deuxième objet, le plus large, c'est celui qui va porter sur les premiers secours. Il s'agit tout simplement de former les journalistes sur les notions de base de premiers secours, de sorte qu'ils soient en mesure d'intervenir en cas de nécessité pour sauver des vies. Le résultat attendu, c'est que d'une part, le journaliste puisse connaître quels sont ses droits, quels sont ses devoirs aussi, au regard du droit international humanitaire lorsqu'il se trouve dans une situation de conflit armé, premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que le journaliste puisse être capable de porter secours lorsqu'il se trouve en face d'une situation de personnes blessées, malades, qui a besoin d'être secouru avant d'être transporté vers le centre de santé le plus proche. Alors le séminaire ou l'atelier va durer exactement 3 jours. La première journée va être consacrée plus spécifiquement aux notions de base du droit international humanitaire, protection des journalistes au regard du DIH, et les 2 prochains jours vont être consacrés à la formation sur les premiers secours. Créé en 1863, le CICR est à l'origine des conventions de Genève et du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres situations de violence. On en parle également dans ce journal, l'importance de l'agrobusiness dans la création d'emplois et de richesses en Afrique a été, vous le savez, largement reconnue ces dernières années. Cependant, ce secteur attire peu de gens, notamment les jeunes. Pour bon nombre de personnes, le désintérêt des jeunes pour le domaine s'explique par le manque d'appui technique et financier. Pour plus de précisions, suivons ce reportage signé Abdul Karim Sako et Samba Traoré. Pays à vocation agro-pastorale, l'agriculture occupe une place de choix dans l'économie de notre pays qui est en voie de modernisation de ce secteur. Afin d'assurer une sécurité alimentaire et booster la croissance économique, il semblerait qu'il ne suffit plus seulement de produire des matières premières, mais aussi et surtout de les transformer, d'où l'agrobusiness. Là où nous sommes maintenant, l'agrobusiness, c'est devenu un moyen indispensable à la vie même malienne maintenant. Et puis manque de financement aussi, c'est vrai dans ce cas, il faut que les dirigeants aussi essayent de voter certains budgets par rapport à ça. Parce que là où la vie se passe, les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent pas à se sensibiliser ou à se décider. Seulement juste faire ce que les autres ont fait, ils vont dans ce sens simplement. Donc pour moi quand même, il faut que ce soit la jeunesse, que ce soit les hommes politiques, il faut qu'on essaye entre nous de passer ces informations, de sensibiliser nous les jeunes aussi, d'aller vers quelque chose qui aboutira à un avenir meilleur. Bon, vous savez, il n'y a pas qu'une seule raison qui peut expliquer ça. Il y a bien sûr d'abord des facteurs naturels comme le changement climatique. Vous savez, de plus en plus, il y a un déficit de pluviométrie, ou bien alors c'est le cas extrême d'inondation.
Bon, ce qui fait que l'agriculture vraiment ne nourrit pas son homme et alors les jeunes cherchent des alternatives. Mais la principale raison, c'est aussi, il faut la chercher aussi dans les politiques agricoles. Hein? La façon dont c'est-à-dire les priorités, le soutien vraiment à l'agriculture est fait. Persuader les jeunes de la rentabilité et les inciter à s'intéresser à ce secteur pourvoyeur d'emplois passe par une transformation profonde des zones rurales et transformer les exploitations familiales en des entreprises agricoles modernes. La modernisation de l'agriculture, moi, à ma compréhension, je ne vois pas tout de suite des tracteurs, des machines sophistiquées qui viennent, qu'on va donner aux paysans et qu'on ne peut pas rentabiliser. La modernisation de l'agriculture, ça doit commencer par la modernisation de l'agriculture familiale. Vous savez, il y a aujourd'hui encore un très grand nombre de paysans qui n'ont pas de charrue, qui n'ont pas de paire de bœufs, qui n'ont pas de charrette. Donc ceux-ci, qui ne sont pas vraiment, leur proportion est très considérable, doivent attendre que les voisins terminent leurs travaux avant d'aller prêter ou bien louer les équipements là. Et ce qui fait que le calendrier culturel est compromis. Les entreprises locales du continent, plutôt que de s'insérer dans le marché, jouent le rôle de distributeurs de produits importés et tout cela n'est pas sans conséquence sur les pays importateurs de produits alimentaires d'Afrique qui continuent de subir de plein fouet la hausse des prix des denrées de base. Et l'on vous propose de suivre la nouvelle de la planète en images avec Alhamidou Badini. Des députés de la majorité, environ 200, ont bloqué pendant plusieurs heures mardi l'entrée de l'Assemblée nationale algérienne pour en interdire l'accès à son président. Saïd Bouhadja fait face depuis septembre à des accusations de mauvaise gestion, des dépenses exagérées et illicites et d'un recrutement douteux, entre autres. Des allégations formulées par 5 partis de la majorité qui demandent son départ. Persona non grata au perchoir de la majorité, le président de l'Assemblée nationale algérienne peut encore compter sur certains députés qui appellent au respect de la légalité. Les adversaires de Bouhadja disent avoir convoqué pour mercredi une réunion qualifiée d'urgente pour le remplacer, alors que l'intéressé semble faire fi de ses menaces et promettait mardi de reprendre du service. À Madagascar, la liste électorale est au cœur des préoccupations. Ce mardi, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu pendant plusieurs heures avec les candidats à la présidentielle du 7 novembre. Une réunion à huis clos pour tenter de rassurer les candidats qui doutent de la fiabilité du fichier électoral. Sur 36 prétendants à la présidentielle, 21 d'entre eux remettent en cause ouvertement la liste électorale qu'ils jugent défaillante et demandent sa révision. Après 5 heures de discussion cordiale mais tendue entre les présidents de la CENI, les inquiétudes et les critiques sont toujours là. Doublons, personnes décédées toujours inscrites ou des millions de citoyens qui n'ont pas pu s'enregistrer. Un nouvel entretien doit avoir lieu vendredi entre les candidats et la CENI. À l'occasion du 50e de l'indépendance fêté le 12 octobre, le fils du président équato-guinéen Théodorine Obiang et 3 autres membres de sa famille ont été promus à de hautes fonctions militaires, a annoncé un décret présidentiel daté du 15 octobre. Théodorine Obiang augmente un peu plus sa mainmise sur la Guinée équatoriale. Depuis mi-juin, les fonctionnaires ne peuvent plus voyager à l'étranger sans l'autorisation de celui qui est aussi le numéro 2 du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Un train de passagers a déraillé mardi à une vingtaine de kilomètres au nord de Rabat, faisant 6 morts et 86 blessés, selon un bilan officiel communiqué sur place à la presse locale. Les images montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc, près d'un pont en rase campagne, avec la locomotive apparemment pulvérisée dans l'accident. Selon plusieurs médias locaux, le conducteur serait mort dans l'accident. Le roi a décidé de prendre en charge les frais d'inhumation des victimes
et les blessés seront évacués vers l'hôpital militaire de Rabat sur instruction royale, a indiqué un communiqué du cabinet royal. L'Éthiopie a un nouveau gouvernement. Abiy Ahmed a dévoilé sa nouvelle équipe. Elle comprend, et c'est une première dans le pays, autant d'hommes que de femmes. Mais la parité n'est pas la seule surprise de cet exécutif. Le Premier ministre éthiopien a aussi confié le portefeuille de la défense à Aïcha Mohamed, qui devient ainsi la première femme à hériter de ce poste en Éthiopie. Une autre femme occupera par ailleurs le tout nouveau ministère de la paix, Mouferiat Kamil, l'ancienne présidente du Parlement. Le nouveau gouvernement compte 20 membres contre 28 pour le précédent, qui ne comprenait que 5 femmes. Bien, avant de nous quitter, voici un communiqué dont nous vous livrons le contenu. Le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière au Mali informe les propriétaires de parcelles bâties et non bâties des 6 communes du district de Bamako ayant reçu la fiche d'invitation du numéro d'identification nationale cadastrale NINACAD et que les opérations d'enregistrement de leurs biens fonciers initialement prévues du 1er au 15 octobre 2018 sont prolongés jusqu'au 30 octobre 2018. En conséquence, il invite les propriétaires de parcelles bâties et non bâties de se présenter avec les documents de leur parcelle à la mairie principale de leur commune pour leur enregistrement. Cette campagne d'enregistrement des biens fonciers des 6 communes du district de Bamako permettra aux propriétaires de parcelles bâties et non bâties de sécuriser de façon pérenne leurs biens fonciers. Vu l'importance de l'opération qui est prolongée jusqu'au 30 octobre 2018, le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière au Mali compte sur une bonne compréhension et une bonne collaboration de tous les acteurs. Communiqué signé du secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. Voilà, c'est ainsi que prend fin votre journal de ce mercredi 17 octobre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans juste 2 heures de temps, vous retrouverez Kafouné Batili pour le journal en langue nationale Bamanankan. Et demain, vous retrouverez Amadou Kamara pour le journal en français.